de Safran et j'ai le plaisir d'introduire la session suivante qui est consacrée plutôt à la modélisation des boulons et en particulier aux aspects dynamiques. Alors, il y a un premier sujet que je connais un petit peu pour avoir initié ça dans le projet Carab, c'est tout ce qui concerne les connecteurs, donc c'est des modèles simplifiés pour modéliser ces boulons dans des structures plus ou moins complexes. Et c'est un petit peu cette idée-là que Pierre-Alain Guido va nous présenter. Donc Pierre-Alain Guido est de l'ENS Cachan Paris-Saclay et je vais le laisser introduire ce sujet. Bon, merci Christian. Alors, hop. Donc oui, effectivement, c'est les travaux qui ont été initiés pendant le FUI Carab. Et puis on a poursuivi donc avec Richard Ververdé durant sa thèse, et puis Pierre-Alain Boucard. Et donc voilà, vous nous retrouverez à l'ENS Paris-Saclay maintenant, et non plus Cachan, hein, c'est fini. Alors, je vais parler tout d'abord, mais là je vais un petit peu dire des évidences. Hein. Énormément d'assemblages boulonnés, notamment en aéronautique. Hein. J'ai donné quelques exemples, hein, comme 3500 par exemple, boulons sur un CFM 56. Beaucoup de sources d'incertitude, hein, on a vu hein, sur les procédures de serrage. On est obligé de vivre avec, hein, on est obligé de les prendre en compte. Voilà, il faut savoir quand même qu'avec ce nombre de connexions, on peut quand même gagner un petit peu plus de maîtrise, on va dire, sur la masse des assemblages boulonnés, c'est quand même pas négligeable. Hein, donc j'ai donné un petit exemple qui a été fait avec l'éco-calculateur de l'aviation civile. Voilà, 21 kg de gain sur les deux moteurs. Bon, ça peut, sur un vol annuel, ça peut quand même faire un gain substantiel. Hein. Mais ça aussi, c'est très classique. Alors, c'est quand même assez surprenant parce que finalement, ces joints, ces assemblages boulonnés, ils sont quand même assez critiques. Hein. Pas tous, hein, mais souvent, quand ça lâche ou quand il y a un vrai problème, c'est vraiment, vraiment très, très, très embêtant. Et pourtant, finalement, les budgets de R&D ne sont pas forcément toujours à la hauteur. En tout cas, dans les programmes de recherche, sur ces sujets-là, qui ne sont pas toujours forcément très, on va dire, très vendeurs au niveau recherche académique, parce que très technologique. Alors, il y a vraiment des besoins pour des modèles un petit peu simplifiés, hein, notamment pendant les étapes d'optimisation. Hein. On sait que les calculs à l'échelle 3D, où on modélise tout boulon par boulon, c'est vraiment hors de portée, en tout cas pour l'optimisation, à part pour faire vraiment des calculs de validation. Hein. J'ai donné un exemple ici. Hein. Pourtant, c'est qu'une section d'un carter, on va dire, moteur basse pression. Je crois que c'est un CFM 56 ici. Bon, là, c'est tout de suite, ça prend. Il y a du contact, il y a du frottement, il y a des pièces partout. On ne fait pas forcément des modèles légers, des modèles plaques. On ne s'amuse pas à dégrader un modèle volumique en faisant un modèle plaque. C'est trop coûteux en temps. Donc, on fait le calcul volumique et puis on arrive à des coûts de calcul phénoménaux. Alors, en général, les pratiques courantes, c'est d'utiliser des modes, je dirais, un peu des modèles simplifiés, des modèles, par exemple, des modèles de connecteurs, des éléments utilisateurs. En général, ils sont souvent valides pour vraiment une gamme de chargements spécifiques. Il y a un type de chargement. Il y a des modèles analytiques, des modèles numériques que tout le monde connaît très bien. Souvent, ils s'intéressent à prédire, et ce n'est pas toujours si facile que ça, à prédire déjà le comportement élastique. C'est déjà le premier pas, c'est d'avoir la bonne raideur élastique, ce qui n'est pas toujours facile. Évidemment, il y a plein d'outils qui sont disponibles dans les codes. Donc, ce que je vais raconter derrière, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le faire autrement dans un code. Mais voilà, la difficulté, c'est que c'est très différent d'un code à l'autre, hein, les outils dont on dispose. Ça demande beaucoup de manipulation, ça demande aussi beaucoup de connaissances. Et puis surtout, il faut quand même avoir la méthode d'identification du modèle qui va avec. Donc, le modèle sans la méthode d'identification ne sert pas à grand-chose. Donc c'est vraiment là, c'est ce que je vais essayer de proposer, de développer un modèle simplifié, mais avec la méthode d'identification, en tout cas la démarche d'identification qui va avec. Alors, l'objectif ici, c'est de proposer un élément fini connecteur. Alors ici, en quasi statique, mais on pourrait étendre ça dans d'autres domaines, qui prennent en compte des non-linéarités de type frottement de contact, la plasticité dans le boulon, et puis qui s'appuient sur des paramètres de design, donc la précharge, le coefficient de frottement, des propriétés de la vis, et puis qui puissent être facilement intégrables dans un code élément fini. Bacchus, SAMSEF, on a fait ce genre de choses. Donc là, on va utiliser des technologies de type user element.
Alors, on ne va pas s'intéresser à tout le comportement d'un assemblage boulonné. Là, j'ai donné quelques exemples, j'ai montré quelques vidéos tout à l'heure. Donc, sur la réponse de l'effort en fonction du glissement pour un test de cisaillement, si je puis dire, sur un assemblage boulonné simple recouvrement, bon, on a une phase de micro-glissement, après on a le macro-glissement, la reprise de contact du corps de vis sur l'alésage, et puis après on a une décharge. Alors, avant d'aller dans le macro-glissement, nous on va s'intéresser déjà au début. Parce que si on ne prédit pas bien ça correctement, on n'a pas les bonnes raideurs, on n'a pas les bonnes dissipations. Donc il faut déjà commencer par là. Alors, donc là, c'est vraiment une illustration de ce que je viens de dire. Effectivement, on s'aperçoit que sur cet exemple très simple, voilà, le macro-glissement, on ne va pas s'intéresser à ça. Nous, on va vraiment s'intéresser à la petite partie verte qui est avant, hein, mais qui représente déjà certains aspects intéressants liés à la dissipation, à des micro-glissements. Vous voyez, il n'y a pas forcément de glissement sous tête et sous écrou. Ça correspond à un cadre d'application peut-être assez restrictif, mais ça permet déjà de modéliser cette partie du comportement et d'avoir déjà les bonnes raideurs. Alors, le modèle, la description du modèle et l'identification, c'est un petit peu la suivante. Voilà l'approche qu'on fait. On va séparer un petit peu les mécanismes, et c'est tellement évident ce que je vais dire. On va, la première chose, c'est qu'en général, les chargements locaux à l'échelle d'un assemblage d'un boulon et la cinématique sont généralement assez simples, même si les chargements sont complexes sur une structure. Donc on peut vraiment faire des hypothèses cinématiques assez simples. On a donc l'objectif, c'est de faire un connecteur, vous voyez, substituer le boulon tout simplement avec un connecteur à 2 nœuds. Ces 2 nœuds, on va les relier avec un couplage cinématique qui est ce qu'il est à son environnement. Bien sûr, ça joue sur le comportement de la réponse, mais on va pouvoir faire une identification qui prend en compte ce type de couplage. Le rôle du connecteur, lui, il va traiter ça comme 2 mécanismes en parallèle, et puis il va prendre aussi en compte la précharge automatiquement. Il prend en compte d'abord, dans son comportement normal, le comportement de précharge, et la partie tangentielle, les frottements, eh bien, tous les phénomènes de frottement vont être encapsulés, on va dire, dans le comportement du connecteur. C'est-à-dire qu'on va utiliser du contact sans frottement ailleurs. D'accord ? Bon, ça, c'est aussi basé sur le fait que voilà, quand on sert un assemblage boulonné, la pression est très localisée, donc c'est là que ça frotte. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas frotter ailleurs, mais la pression de contact étant plus faible, elle ne va pas forcément générer beaucoup de frottement. Donc ça permet déjà de localiser toutes les non-linéarités de frottement uniquement dans la zone du connecteur. Ça va vraiment ça va permettre d'avoir beaucoup moins d'interactions de non-linéarité dans le calcul, plus de robustesse. Et puis, très simplement, voilà, on sépare le comportement du boulon. Là, on a pris une poutre de Timoshenko et on va mettre un modèle élastoplastique. Donc finalement, je dirais que pour schématiser, on a ce type de comportement, 2 nœuds qui sont reliés à son environnement avec un couplage cinématique, une poutre, et puis en parallèle, un mécanisme, frottement, avec une petite raideur tangentielle, CT, qui représente quelque part, on va dire, le cisaillement, la raideur en cisaillement des plaques. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Alors, pour le comportement, mais je le donne juste pour mémoire, enfin pour que les gens, on voit quel modèle on utilise ici. Pour ce qui est du comportement élastoplastique, on va dire de la poutre, là on a pris quelque chose de très classique, mais on pourrait prendre autre chose. Il en existe plein. Là, on s'est simplement appuyé sur un modèle, on va dire, qui était, par exemple, c'est ce qui est développé dans la documentation de Codaster. Bon, là, je vous ai donné la fonction seuil. Donc ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'on dans cette fonction seuil, on n'a pas pris en compte, on a négligé, on va dire, la classification en cisaillement. Voilà. Et puis, on pourrait le faire, mais ce n'est pas forcément été nécessaire dans ce qu'on fait, mais il n'y a aucun souci. On a supposé qu'on n'avait pas de plasticité progressive dans la section. Toute la section plastifie d'un coup. D'accord ? Mais c'est une hypothèse qui peut être facilement levée. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est juste un modèle, mais on pourrait le remplacer par autre chose. Bon, là, on a mis un écrouissage linéaire isotrope. Et puis, classiquement, tout ça, on va pouvoir intégrer le comportement, on va dire, de cet élément poutre à 2 nœuds, tout simplement, et bien avec notre retour radial classique. Et puis, là, il se trouve que
On est obligé d'utiliser une méthode de Newton ici, séquente, on va dire, pour faire la mise à jour du multiplicateur plastique, parce que la fonction seuil, la direction d'écoulement est un petit peu plus complexe, mais là encore, rien de compliqué. Tout ça, c'est classique. Donc toute cette intégration, on va dire, du comportement poutre, elle est faite directement dans le connecteur, hein, de manière dans le user element. Alors, pour la partie comportement, donc là, on a vu le comportement de la poutre bleue. Pour la partie ici, là encore, c'est un mécanisme assez simple. Là, on s'approche sur une approche élastoplastique qui est finalement très très proche du frottement. On sépare la partie glissement tangentiel des deux nœuds, hein. Donc, dans les deux nœuds, on peut définir un saut normal, un saut tangentiel. Et le saut tangentiel, on sépare une partie élastique, une partie, je dirais, anélastique, glissante. Là encore, voilà, on a utilisé une fonction seuil, loi de Coulomb. Alors là, de manière à ne pas avoir, on va dire, à récupérer des données sur la surface de contact, on a fait une estimation de la pression normale de contact, qui est ici simplifiée, hein, c'est uniquement pour coupler des modèles plaques, mais en fait, là, on a fait pour du couplage volumique, de modèles volumiques de plaques. Bon, il y a plus de détails dans la référence que j'ai citée. Et puis ensuite, voilà, on peut déterminer l'effort axial dans le connecteur, et puis les lois d'évolution classiques. Et puis tout ça, on va intégrer, là encore, avec un algorithme de retour radial. Tout ça, c'est intégré dans le connecteur, dans le user element également. Alors, donc c'est ce que c'est un peu le dernier slide, un peu technique. Tout ça, on l'a inclus dans un user element, dans Abacus. Ça pourrait être dans un autre code, on l'a fait dans SAMSEF, on peut le faire dans d'autres. Si on a cette technologie en main, il n'y a pas trop de difficultés. Là, on l'a fait dans le cadre des petites perturbations. On pourrait l'étendre en grande rotation sans trop de difficultés. Donc on a un user element avec 12 degrés de liberté qui sont vraiment les 6 degrés de liberté, déplacement et rotation des deux nœuds rouges. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on leur donne, hein, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec ça, dans la routine, voilà, on récupère les coordonnées des nœuds, les déplacements, des variables internes. Et dans la routine, on doit sortir la réactualisation du résidu et puis la matrice tangente. Et puis ça, après, le code va réassembler ça dans le système comme un élément. Et on va pouvoir résoudre notre problème. D'accord ? Alors on avait fait effectivement dans le cadre du FUI Carab et de la thèse de Marie-France Houlet-Delafont une première intégration dans SAMSEF qui a donné lieu après un projet de transfert d'industrialisation avec Siemens. Et les fruits de ces travaux avaient été d'ailleurs exposés au dernier colloque par Christian d'ailleurs. Et donc on a essayé de refaire pour revoir un petit peu dans Abacus si on pouvait avoir le même genre de performance. Et je vous rassure, on a un peu les mêmes conclusions. D'accord ? Alors, la chose qui est importante, c'est l'identification, évidemment. Parce que tout ce que j'ai raconté là, mettre une poutre en parallèle d'un mécanisme, ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans un code. Il faut juste bien connaître, il n'y a pas vraiment forcément de... Et puis, il faut que ça soit disponible, hein, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, pour l'identification ici, il y a trois ici paramètres de design. Je dirais la précharge qu'on peut donner. Alors la géométrie du boulon, il peut y avoir la longueur, quelques définitions de la section, les propriétés matérielles, comme une limite d'élasticité, coefficient de frottement. Et puis nous, ce qu'on va identifier ici, c'est les paramètres du modèle. Donc pour la poutre, on peut le faire de manière numérique ou analytique. Typiquement, pour les raideurs normales d'un boulon, il y a plein de formules analytiques qui existent. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais il y a toutes les méthodes classiques, VDI, EUT, etc., qui sont plus ou moins historiques. Mais après, voilà, il faut quand même savoir qu'il y a des grosses dispersions sur ces valeurs, mais ça, je ne vous apprends rien. Là, l'idée, c'est plutôt de le faire numériquement, de manière à ce que le modèle simplifié soit cohérent avec le modèle volumique sous-jacent. On prend un boulon qui a été maillé, on le substitue par autre chose. On aimerait bien que ça réponde de la même manière. La référence, c'est le maillage volumique 3D. Ce n'est pas un résultat d'essai, etc. Ensuite, on identifie donc la raideur en torsion de la poutre, et puis une raideur, on va dire en cisaillement, C-bolt, qui est vraiment la raideur de cisaillement de notre poutre. À cela, il faut rajouter
l'identification de la raideur tangentielle CT que j'ai mis ici, qui est un petit peu l'équivalent à la rigidité en cisaillement des deux plaques que je viens, on va dire, assembler. Et puis un coefficient de frottement équivalent mu. Je dis bien équivalent parce qu'en fait, en pratique, sur les assemblages, il ressemble beaucoup à celui-là. Hein. Il est très très proche. Mais bon, il y a un petit... on peut l'affiner, d'accord? Parce qu'il ne prend pas en compte, on va dire, ces mécanismes de frottement. Il y en a aussi un petit peu, éventuellement, des micro-glissements sous tête. Il peut y avoir tout un tas de choses qui rentrent en jeu dedans. Donc c'est un petit peu corrigé. D'accord? Alors l'idée, comme je l'ai dit, hein, c'est de faire une identification, mais surtout de la fournir, la méthode, parce que de manière à ce qu'on puisse l'adapter au cas et surtout que ça puisse être mené, j'irai par l'utilisateur, automatiquement. On ne veut pas faire quelque chose, un modèle gravé une fois pour toutes dans le marbre. Donc là, ce qu'on a proposé ici, c'est de faire cette identification sur un modèle générique qui est représentatif de la liaison. Évidemment, c'est à faire pour chaque type d'assemblage, mais tout ça, ça peut être très automatisé. Ça peut être paramétré. Les conditions limites, je dirais ça dépend de l'environnement. Mais dans le cas où on a un assemblage avec des structures, j'ai envie de dire un assemblage relativement périodique, on peut par exemple se dire, je vais prendre des conditions limites inspirées par exemple de l'homogénéisation cinématique. Donc je vais prendre l'extérieur et je vais essayer de représenter les modes, on va dire, entre guillemets, de solide rigide des deux plaques. Et bien, je vais partir là-dessus. Mais on pourrait imaginer que si ce boulon est plutôt sur le bord, qu'on relâche certaines conditions. Bon, là, en pratique, pour les assemblages qu'on a fait, ça marche pas trop mal. Donc, à partir de ce modèle-là, vous pouvez automatiser le chargement de traction et de torsion pour identifier les raideurs normales et tangentielles de votre boulon. Ensuite, vous faites des essais de cisaillement pour caractériser, dans le régime de glissement, ici, la raideur du boulon, puisque quand ça commence à glisser, l'interface ne joue plus son rôle, c'est le boulon qui reprend. Et du coup, vous identifiez ces bolts. Évidemment, il faut faire attention aux rotations, puisque le boulon, là, il va y avoir des rotations au niveau de la tête et de l'écrou. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez identifier la raideur tangentielle, CT, d'accord, dans la partie élastique. Et puis, le frottement des glissements, vous l'avez au niveau du seuil, au niveau du passage de la partie adhérente à la partie glissante. D'accord ? Donc voilà, on a de manière automatique, tout ça, ça peut s'automatiser. D'ailleurs, on l'avait plus ou moins fait dans le cadre de la collaboration avec Siemens et dans le cadre du projet FUI. Voilà, ça peut se faire facilement. Alors, on va passer aux exemples numériques. Alors, un premier est classique, uniquement en élasticité linéaire pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, le cisaillement d'un assemblage de 4 boulons en cisaillement. Tous les boulons ici sont préchargés de la même manière. Un cycle de charge-décharge. Voilà, donc les connecteurs 1, connecteur 2, connecteur 3. Là. Donc mes 4 connecteurs. Et puis, voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc on a substitué nos boulons ici avec notre connecteur. Là, j'ai représenté la déformée au dernier pas de chargement, donc à la fin du charge-décharge. Les choses ont glissé, évidemment, ça a été amplifié. Bon, on a un gain en temps de calcul, ici, on passe de 4 heures à 30 minutes. On gagne, évidemment, en taille de problème, puisqu'on n'a pas le maillage des boulons. Et voilà, ça fait un gain ici sur ce calcul-là d'un facteur 8. C'est toujours bon à prendre. Alors là, on voit bien... Là, j'ai représenté les glissements cumulés au niveau des 4 boulons. Donc, comme il y a une certaine symétrie et que tout a été préchargé de la même manière, on voit bien que voilà, il y a 2 boulons. Ici, les boulons 4 et puis 1 qui sont aux extrémités, qui glissent un peu avant et davantage, que les 2 boulons à l'intérieur, 2 et 3. Donc, on a bien ce phénomène. Et ce phénomène-là, évidemment, on le retrouve sur les courbes de réponse locale et de transfert de charge entre les 4 boulons. On voit bien ici l'effet un peu structurel qu'il y a, c'est-à-dire on voit bien le modèle connecteur et le modèle de référence volumique, donc ils ne collent pas trop mal, et on voit bien que le modèle connecteur est capable de représenter cette rupture de pente lorsqu'on a transfert de charge d'un boulon à l'autre. Donc cet effet structure. Voilà. Alors le dernier exemple, donc là c'est avec de la plasticité. Donc on a les 55 boulons, comportement élastoplastique, tout est préchargé de la même manière. Et
Voilà un petit peu, on ne voit pas grand-chose sur cette figure-là. On a un gain de calcul, on va dire, de 3,4. Bon, c'est des calculs qui sont un petit peu lourds. En déplacement, ici, on a des choses très similaires. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder localement les sauts normaux et les sauts tangentiels au niveau de chacun des assemblages boulonnés. Alors évidemment, le comportement plastique, là, on ne le voit pas bien, mais il est en vert. Rouge et bleu, là, c'est la référence 3D et le connecteur qui colle pas mal. Donc ça, c'est pour le saut normal au niveau de chacun des boulons en diagramme radar. Puis là, évidemment, l'importance de prendre en compte la plasticité, parce que là, on voit qu'il y a le modèle, lorsqu'on suppose que le comportement des boulons est élastique, ça ne prédit pas les bons glissements. Et là, on a une comparaison qui est pas mal, on va dire, entre le modèle volumique 3D et connecteur. Voilà. Alors, je vais passer un petit peu sur ce slide-là, parce que j'ai résumé un tout petit peu les choses dans la conclusion. Donc, on a une bonne corrélation, on va dire, pour le modèle connecteur et le modèle 3D, pour déjà prédire correctement la raideur globale, d'accord, la réponse globale, mais aussi des quantités locales comme les sauts tangentiels, les sauts normaux, le glissement cumulé. Qualitativement, ça marche pas trop mal, donc c'est déjà des grandeurs d'intérêt au niveau ingénierie. On a intégré ça facilement sous la technologie user element dans un code élément fini commercial. Donc voilà, c'est un élément fini à 2 nœuds qui prend en compte les frottements, la plasticité et automatiquement la précharge, qui a fait l'objet d'un projet de transfert industriel avec SNCF et Siemens. Les performances sont assez bonnes. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous détailler, mais en général, sur les cas qu'on a testés, on a des gains entre 3 et 8. Ça dépend de la non-linéarité, si elle est importante ou pas. 50%, je ne l'ai pas montré non plus aussi, de gains sur la taille mémoire. Et le gain sur la préparation des modèles, ça, c'est difficile à estimer. Parce qu'il faut quand même voir que c'est quand même pas mal, parce qu'on n'a pas tout un tas d'interactions à définir. Lorsqu'on a juste un connecteur et un boulon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, j'ai mis quelques perspectives. Prendre en compte le contact quand même vis alésage, assembler plusieurs plaques. Là, j'ai 2 plaques, mais on pourrait l'étendre à plusieurs plaques. Améliorer le modèle de connecteur pour mieux prendre en compte la cinématique. Le couplage cinématique des nœuds avec son environnement, on peut l'améliorer. Et puis évidemment, prendre en compte les grandes rotations dans les cas où cela est nécessaire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et puis, s'il y en a qui veulent lire un peu plus, j'ai mis quelques références. Voilà, merci. Question. Bonjour, Zohair Sitim. Merci pour la présentation. J'ai quand même 2 petites questions, s'il vous plaît. La première, est-ce que le contact entre les pièces est toujours maintenu ou vous l'avez supprimé? La deuxième, lorsque vous parlez du gain, est-ce que ce gain intègre aussi le temps de préparation du modèle élémentaire et faire tous les calculs élémentaires des matrices? Et la troisième, c'est quoi le gain par rapport à une modélisation simplifiée d'une poutre, on va dire, linéaire, et faire un post-traitement tout simple linéaire, quoi. Merci. Alors pour ce qui est du contact, là je reprécise, tous les phénomènes de frottement sont encapsulés dans le connecteur. Ailleurs, entre les 2 plaques, sur l'exemple que j'ai montré, c'est du contact sans frottement. D'accord? Ça n'empêche pas d'en mettre. Mais ce n'est pas l'idée. Enfin, mais ça ne poserait pas de difficulté. D'accord? Mais tout est encapsulé dans le connecteur. Donc ça, je ne sais pas si je réponds à la première partie. Concernant les gains, c'est sur lequel je suis passé, ça n'inclut pas le temps de préparation. C'est assez difficile à estimer. D'accord? Ça va dépendre du cas. Voilà, là, je me base simplement sur les fichiers d'entrée, le gain en taille de mémoire par rapport au modèle de référence volumique et connecteur sur l'exemple de la sortie d'échappement que je vous ai montré, en termes de fichiers de sortie, en termes de mémoire nécessaire et de pré-processing, du temps de préprocesseur. Voilà, on a à peu près ces gains-là, mais c'est sur un cas particulier.
Mais par exemple, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez et avec l'ensemble des cas que vous avez traités, est-ce que vous pouvez nous chiffrer à peu près le temps passé pour préparer les modèles élémentaires, pour monter le projet? Parce que c'est vrai que souvent, on pense au temps de calcul, on va dire, de l'assemblage entier, mais on oublie une grosse partie qui est la mise en données, quoi. Ah bah ça oui, ça franchement c'est difficile à apprécier. Je sais simplement qu'on peut imaginer que là, grosso modo, pour installer le connecteur, il faut définir des zones de connexion et de nœuds. Mais le nœud, c'est le point d'ancrage qui va être automatiquement défini quand on fait ce genre de sélection de zone. En général, on donne un point et on choisit un domaine automatiquement là où va être collé le. Donc il y a juste 2 nœuds à définir. Donc déjà, c'est facile en termes d'interaction à définir. Assembler un boulon, c'est compliqué. Il y a toutes les zones de contact à définir. Faut aller les chercher. De chaque côté, il faut les définir. J'ai envie de dire naïvement, ça prend forcément plus de temps. Combien, je ne saurais pas le dire précisément. Et c'est des choses aussi qui peuvent être scriptées, qui peuvent être automatisées. C'est toujours lourd à faire. Et ça va dépendre des process, ça va dépendre je dirais des habitudes et des connaissances des gens. Mais c'est sûr que ça prend énormément de temps. J'arrive pas à chiffrer ça. Pardon, je vais répondre un petit peu à la place de Pierre-Alain. Effectivement, dans le projet Carab, on avait aussi implémenté dans 2 logiciels la saisie des données. Donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus rapide de faire la saisie de 5 paramètres, sélectionner les zones, que de faire le maillage volumique ou poudre du boulon, redéfinir les zones de contact, etc. Il n'y a pas photo, quoi. On préposte, une fois que vous avez la petite ACT ou la petite utilitaire, c'est vite fait, quoi. Donc là aussi, il y a un gain de temps en prêt, quoi. Ouais. Donc on l'avait fait dans le cadre de CAB. Après, eux, c'est pas leur problématique en labo de faire dans le pré-poste des choses, quoi. Bonjour, j'avais une question. Là, les connecteurs, ils sont basés sur une géométrie qui est nominale du boulon. Est-ce qu'il est prévu d'intégrer potentiellement une certaine variabilité ou des défauts dans le boulon? Et est-ce que ce type de connecteur est bien adapté à prendre en compte justement la variabilité? Est-ce que forcément d'un boulon à un autre, on va avoir quelques petites choses qui varient un petit peu, et donc forcément la réponse aussi. Donc voilà. Bah, je dirais qu'il est fait pour ça, hein. Comme tout modèle simplifié, l'idée c'est de faire des calculs vite pour pouvoir faire on va dire des simulations rapides. Donc rien n'empêche de s'appuyer sur les paramètres de design qui sont quand même des paramètres assez classiques. La précharge, donc rien qu'une variabilité sur la précharge, c'est quand même intéressant. C'est facile à faire ici. Alors, c'est facile à faire. On a gagné qu'un facteur 3 ou 4 sur le temps de calcul. Et voilà, c'est toujours ça à prendre. Bon à prendre, c'est plus facile à installer. On peut peut-être faire plus de calculs de variabilité. Nous, on ne l'a pas fait, mais voilà, évidemment, ce modèle simplifié peut être utilisé pour ce genre de choses. Effectivement, en identification, comme on avait fait un utilitaire aussi, il suffisait de modifier les données paramétriques pour avoir les nouveaux paramètres identifiés, les CT, les CN, auraient été réidentifiés s'il y avait une variabilité géométrique ou autre, quoi. Donc c'est toujours possible de le faire à l'identification, quoi. Bon. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la présentation suivante. Donc c'est Myriam Arnafi qui va présenter une étude qui n'a rien à voir avec les boulons, mais plutôt avec l'usure dans un assemblage mécanique assez particulier et assez important dans un compresseur. Donc c'est sa 2e année aujourd'hui. Donc c'est un anniversaire pour elle. Et c'est ma thésarde avec l'ENS Paris-Saclay, ex-Cachan. Oui, comme a dit Christian, je vais vous présenter les travaux qui s'inscrivent dans le cadre de ma thèse.
donc dont l'objectif est de proposer, de développer un modèle numérique de prédiction de l'usure pour des douilles d'aube à calage variable. Donc c'est une thèse qui est encadrée du côté académique par le LMT, par Pierre-Alain Boucard et Pierre-Alain Guido, et du côté industriel par Safran, donc Christian Palesny. Donc la structure étudiée se trouve donc dans le compresseur haute pression. C'est un mécanisme, c'est une structure qui se trouve dans un mécanisme assez complexe, le système VSV, qui part d'un vérin hydraulique jusqu'à l'orientation des aubages. Donc, dans ce mécanisme-là, on a des pièces qui viennent s'user. Donc, c'est les douilles VSV, donc auxquelles on s'intéresse. Et donc, ces pièces-là permettent de guider en rotation l'aubage. Donc, quelles sont les causes de l'usure? Donc, on a dans cette structure-là des chargements qui sont assez importants. C'est des chargements complexes, combinés et variables dans le temps, qui sont principalement donc, des chargements aérodynamiques, des pressions internes, des températures importantes et aussi un chargement oscillant qui est dû à la régulation donc, permanente de l'orientation des aubes. Donc ce chargement-là, il entraîne l'aube dans une configuration telle qu'on a de l'usure qui se crée au niveau des points d'appui, des points de contact entre l'aube et les douilles. Donc cette usure-là, elle induit des baisses d'efficacité et de stabilité donc, du compresseur et engendre aussi des coûts de maintenance assez importants. On note aussi que l'anneau intérieur je vais utiliser la souris. On note aussi que l'anneau intérieur à ce niveau-là est peut-être flottant, ce qui couplé donc à l'usure des douilles peut causer donc un rapprochement entre les aubes du rotor et du stator. Donc, comment est prédit l'usure et les contacts et les pressions de contact au niveau des douilles et des paliers lisses en général. Donc, on a des méthodes expérimentales qui permettent de donc, tout d'abord mieux comprendre et essayer d'estimer donc, les modes d'usure, les cinétiques d'usure et les volumes usés. Donc, c'est des moyens expérimentaux qui sont assez coûteux à mettre en œuvre et nécessitent donc parfois des recalages et des calibrations. On a aussi des outils numériques, donc des modèles analytiques basés sur des formulations analytiques ou éléments finis, en 2D ou tridimensionnels, qui permettent donc donc dans le premier type de modèle, donc pour les modèles analytiques, de généralement faire donc des prédimensionnements rapides pour le calcul des pressions de contact maximales. Et dans le second cas, donc des modèles plus lourds qui permettent de faire des études plus poussées, ponctuelles, et qui ont un coût de calcul assez important. Donc l'objectif de ce travail-là, c'est de proposer un modèle numérique qui permettrait de prédire donc, l'usure des douilles VSV, à l'aide d'une formulation tridimensionnelle et qui prendrait en compte plusieurs douilles au niveau donc, de l'aubage et qui pourrait opérer en des temps de calcul acceptables en bureau d'études notamment. Donc le problème qu'on a ici, c'est un problème de contact conforme cylindrique. Donc on va exprimer ce problème-là pour une douille en 3 dimensions sous des hypothèses de solide rigide avec donc une déformation élastique au contact seulement. Donc on va essayer, le travail qui suit va présenter comment on peut obtenir donc une loi de comportement global à partir d'un comportement local.
donc en se donnant un torseur des petits déplacements pour aboutir à la formulation d'un torseur des actions mécaniques transmissibles. Donc, on se place dans un repère fixe global de la douille ici, où on visualise aussi la surface, la section de contact entre l'aube et la douille. Donc, on se donne un torseur des petits déplacements et qui est paramétré en fonction des petites rotations alpha x, alpha y et des petits déplacements dx, dy. Donc pour la suite du problème. Donc ce sont les inconnus du problème. Donc dans un second temps, on exprime le déplacement du centre de la section de contact entre l'aube et la douille. On exprime donc ce déplacement-là dans un repère local mobile qui est paramétré en fonction d'un angle phi. Donc qui permet de positionner le plan médian du contact. Donc, dans un troisième temps, on exprime donc les efforts locaux, les efforts et moments locaux au contact, donc à l'aide d'une loi de comportement local qui relie donc la pression à l'écrasement normal. Donc, l'écrasement normal, lui, est positionné selon un angle θ qui permet donc de positionner un point au niveau de la zone de contact. On voit ici en grisé l'écrasement. Donc, suite à ça, on peut définir donc, notre équilibre. Donc, on peut équilibrer les efforts extérieurs avec les efforts et moments, au point de contact, qui dépendent donc on obtient une formulation qui dépend non linéairement des paramètres cinématiques qui sont les petits déplacements et les petites rotations. Donc à partir de l'expression de l'équilibre, on peut en déduire des fonctions résiduelles. Donc des fonctions résiduelles en effort et en moment selon les axes x et y. Donc l'objectif, résoudre ce problème, revient à annuler le résidu. Donc une fois qu'on aura annulé donc, ce résidu, on aura donc la loi de comportement global qui permet de relier le torseur des petits déplacements au torseur des actions mécaniques transmissibles. Donc, il y a des méthodes de résolution de problèmes non linéaires qu'on trouve qui exploitent le gradient ou non. Donc, on choisit une méthode à gradient, donc typiquement Newton-Raphson, pour sa robustesse et sa rapidité de convergence. Par contre, il faut donc bien s'attarder sur l'initialisation pour initialiser donc, le problème avec une estimation proche de la solution. Et au niveau du calcul du gradient également, c'est une opération qui ne sera pas forcément triviale. Donc pour l'initialisation, comme j'ai dit, on essaie d'initialiser au plus proche de la solution d'équilibre. Donc pour ça, on exploite donc, les jeux maximum de la configuration et les efforts et moments pour définir donc, la direction de la solution initiale. Donc pour le critère de convergence utilisé, on utilise un critère de convergence qui sépare bien les contributions des résidus, des moments et des efforts, étant donné qu'ils ne convergent pas avec la même vitesse. Donc ensuite, la difficulté dans le calcul du gradient, dans l'estimation du gradient, c'est qu'on vient intégrer une fonction, la contribution du résidu, qui est formulée avec une partie positive associée à l'écrasement. Donc ce calcul-là, c'est le calcul qu'on réalise donc, c'est l'intégration qu'on réalise sur tout le domaine d'intégration. Donc, il y a des cas particuliers où on peut estimer la zone de contact exacte, c'est-à-dire les bornes d'intégration. C'est-à-dire les bornes d'intégration sur lesquelles on vient réaliser donc, notre intégrale. Donc, c'est des cas sans usure.
donc sans usure et avec des surfaces de contact idéales. Des surfaces idéales, pardon. Donc cette intégration-là avec la zone de contact connue est possible à mettre en œuvre avec des intégrations complètement analytiques qu'on peut réaliser à l'aide de Mathematica, donc qui fait du calcul explicite d'intégrale ou de dérivée pour le calcul du gradient. Donc, au niveau de l'intégration, ici, donc, la difficulté, c'est qu'on a une intégrale double de parties positives d'une fonction qui est majoritairement nulle sur tout l'espace d'intégration. On a du coup étudié plusieurs méthodes d'intégration qui s'appliquent donc à ce type de fonction, notamment donc, des méthodes simples comme la méthode trapézoïdale qui est assez classique et basique, et des méthodes un peu plus poussées qui sont comme la méthode locale adaptative qui estime donc des points d'intégration de manière un petit peu plus intelligente. Donc ici, pour le résultat, on est parti sur une configuration à une douille, et on vient calculer donc la solution de ce problème-là de manière analytique pour donc constituer la référence. On réalise ce calcul avec des intégrations et des dérivées calculées analytiquement, donc de manière explicite sous Mathematica. Donc la résolution donne des résultats cohérents avec un outil de prédimensionnement 2D utilisé chez Safran. Et on a une convergence qui est relativement rapide. Donc, concernant le temps de calcul, on a un temps de calcul qui est subdivisé en deux parties globalement. Donc, des précalculs, donc une partie de précalcul qui permet donc d'estimer la fonction analytique ou l'intégrale analytique, l'expression analytique des intégrales et des dérivées. Donc cette partie-là prend 34 secondes sur un calcul de 36 secondes environ. Et la résolution en elle-même est assez rapide. Elle prend moins de 2 secondes sur tout ce temps-là. Alors, on a ensuite gardé la même configuration. Et cette fois-ci, on résout le problème en exprimant les intégrales et les gradients de manière numérique. Donc on résout ce problème-là avec les méthodes d'intégration qui ont été présentées, donc trapézoïdale et adaptative locale. Donc on obtient des résultats qui convergent assez rapidement, donc pour un écart à la référence assez faible. Donc on note que le temps de calcul pour la méthode trapézoïdale est environ 3 fois plus élevé que la méthode locale adaptative, donc avec une majorité du temps de résolution qui est consommé pour le calcul ou l'estimation du gradient. Donc, une dernière étude a été aussi menée pour voir l'influence de la variation de certains paramètres. Donc, ce qu'on vient comparer ici, c'est les pressions de contact maximales. Donc, c'est une grandeur qui est utilisée notamment dans le prédimensionnement des douilles. Donc, on vient afficher la variation de la pression de contact maximale, donc en fonction de la variation du jeu ici et de la longueur de la douille. Donc, on obtient des résultats qui sont cohérents avec les résultats obtenus avec le modèle de prédimensionnement, donc de prédimensionnement 2D de chez Safran, ce qui est rassurant. Donc finalement,
Donc finalement, le modèle développé, c'est un modèle numérique 3D simple qui permet donc de calculer les pressions de contact en utilisant donc des torseurs des petits déplacements et des torseurs des actions mécaniques pour estimer une loi de comportement globale. Donc les résultats ont été comparés donc pour des intégrations numériques et analytiques avec les outils de prédimensionnement utilisés chez Safran. Donc pour les 2 prochaines années, donc les perspectives, ce serait de prendre en compte les défauts d'alignement, les défauts d'alignement des axes de l'aube avec la douille, étant donné que ce qu'on prend en compte, c'est juste les jeux dimensionnels pour le moment. Évidemment, prendre en compte l'usure et de multiples douilles dans les configurations qui sont étudiées. Le temps de calcul aussi sera abordé, avec notamment en essayant de travailler sur les méthodes d'intégration et sur les stratégies donc, de formulation et de mise à jour du gradient. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Le modèle qui a été développé, c'est pour cette configuration très précise ou ça peut être utilisé après pour d'autres montages Oui, ce modèle-là, l'objectif, ce serait qu'il soit utilisable pour toutes les configurations possibles. C'est pour ça qu'on est parti sur la modélisation générale d'une seule douille, pour qu'on puisse ensuite boucler ça sur plusieurs éléments, si dans une configuration on a 2, 3 ou plusieurs douilles. Donc oui, c'est censé être adaptable à plusieurs configurations, au maximum de configurations possibles. Je pense qu'on peut passer du coup à la présentation suivante, qui est sur un matériau que je connais beaucoup moins, qui est le bois. En aéronautique, on n'a pas trop l'habitude. Merci beaucoup Myriam aussi. De rien. Bonjour. Pardon ? Oui, voilà. Mais je ne les ai pas connus personnellement, alors du coup, je n'ai pas travaillé malheureusement sur ces sujets. Donc, on n'a pas eu l'occasion de discuter, donc je vais vous laisser vous présenter et puis donner aussi le contexte de votre travail. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonjour. Donc Thomas Catrou, je suis ingénieur-chercheur au FCBA, le Centre technique du bois. Donc en effet, on va parler d'un sujet un peu différent de ce qu'on a vu ce matin, parce que là, c'est des assemblages appliqués à la construction bois, et plus spécifiquement sur le comportement dynamique des structures bois liées à ces assemblages. Un petit mot rapidement sur le FCBA, je ne pense pas que ça soit très connu ici. Donc c'est un centre technique industriel, comme il en existe pour l'acier, pour le béton, pour la maçonnerie, qui est au service d'une filière. Donc c'est au service de l'intégralité de la filière bois, de l'amont, donc des aspects sylviculture, gestion des forêts, les procédés de transformation, pâte à papier, scierie,
la construction bois qui va nous intéresser là, mais tous les aspects, donc aussi les aspects biologie, qualité de l'air, etc., plus les aspects mécaniques, et les autres usages du bois en ameublement, en emballage. Donc on a trois actions. Des actions donc, de recherche collective, de transfert technologique au service de la filière, des actions de certification de produits innovants et de participation aux instances de normalisation françaises et européennes, et une partie recherche et essais privés, donc là directement en contact avec les industriels pour répondre à leurs problématiques. Donc au centre technique, au FCBA, donc on a un laboratoire de mécanique et un pôle, une plateforme de dynamique des structures, rapidement avec 2 tables sismiques, une grande table sismique 6 mètres sur 6 mètres qui dans unidirectionnelle qui va nous permettre de tester des structures souvent quand même échelle réduite, et une table sismique 2 mètres sur 2 mètres avec un axe vertical qui va surtout servir pour de la qualification de produits pour l'emballage et aussi un peu hors filière bois. Pourquoi on s'intéresse à la dynamique des structures bois? Donc les structures bois, à la différence des structures acier ou béton, c'est des structures qui sont très légères. Le bois, sa spécificité, c'est qu'il va avoir un rapport module sur poids qui est le plus haut par rapport aux autres matériaux de construction. Ça va avoir beaucoup d'avantages, surtout d'un point de vue environnemental, sur le transport des éléments de construction. Mais par contre, ça va rendre les structures bois assez sensibles aux vibrations. Les vibrations induites par le vent, par les usagers, une cage d'ascenseur, la marche sur un plancher. Et donc on va avoir des nuisances qui ne sont pas forcément des nuisances structurelles. Il y a assez peu de risques que la structure soit détruite par ces vibrations. Mais par contre, ces vibrations qui vont être ressenties par l'usager et qui vont provoquer éventuellement un inconfort. Donc on travaille là-dessus pour essayer d'améliorer le confort des structures bois et de mieux comprendre leur dynamique. Donc cette plateforme, voilà, elle permet de qualifier des solutions constructives. Donc c'est vraiment une filière qui est qui innove beaucoup. Donc il y a beaucoup de nouvelles solutions constructives qui utilisent des matériaux biosourcés qui sortent et qu'il faut qualifier et tester des solutions pour limiter les vibrations dans les bâtiments. Je vais faire un rapide focus sur les assemblages traditionnels qu'on retrouve dans la construction bois. Il y a 2 grands types. Donc des assemblages, des assemblages traditionnels, donc des assemblages qu'on appelle aussi bois-bois, où c'est vraiment 2 éléments de bois qu'on va liaisonner entre eux. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver sûrement sur des meubles, c'est ce qu'on retrouve en ameublement aussi, hein, c'est le même type d'assemblage. Donc des assemblages tenon-mortaise, où ça va être des blocages de forme qui vont permettre de liaisonner les pièces entre elles, avec éventuellement, s'il y a un risque de soulèvement de l'assemblage, un boulon qui va venir serrer. Des assemblages par chevillage ou par clavette. Donc c'est une petite pièce de bois qui va servir à claveter, souvent avec une essence différente. Si on assemble des éléments de résineux, on va mettre une petite clavette en feuillu qui va être plus dure, donc qui va être plus susceptible de supporter les charges. Et des assemblages par blocage de forme type queue d'aronde, donc soit entre 2 assemblages type poutre, soit en 2 assemblages type panneau, où il va y avoir de multiples queues d'aronde à la suite. Donc ces assemblages, on va les retrouver principalement sur des charpentes existantes ou pour des maisons ossature bois traditionnelles, mais en R0, R+1, enfin 1 ou 2 niveaux. Dans les structures plus récentes, en général, on va utiliser des éléments acier pour liaisonner les pièces entre elles. Donc avec des assemblages soit par pointe, soit, donc là on voit une couronne de boulons donc entre 2 éléments massifs qui peuvent être renforcés par des anneaux, des crampons. Donc pourquoi on renforce? Le matériau bois, c'est un matériau qui est très orthotrope, qui va avoir donc des très bonnes propriétés dans le sens des fibres, mais dans le sens perpendiculaire qui va être beaucoup plus faible. Donc il faut faire attention, on ne peut pas serrer le boulon de n'importe quelle façon, on risque d'endommager le bois localement. Et on va trouver aussi des assemblages avec broches et ferrures, donc soit invisibles comme schéma ici, soit avec soit visible, voilà, où ça va être vraiment une pièce métallique, des broches qui vont venir en travers pour faire la liaison. Donc ces assemblages mécaniques, on va les retrouver principalement dans les constructions récentes et surtout
il y a une émergence dans la filière bois des structures moyennes et grande hauteur. Donc là, on va avoir besoin d'avoir ce type d'assemblage pour avoir des performances suffisantes pour pouvoir construire au-dessus du R+3, R+4. Donc dans cette présentation, je voudrais vous présenter un cas d'étude qu'on a réalisé au FCBA d'un portique, donc d'un portique contreventé avec un contreventement en triangle, donc qui est représentatif d'une structure qui est actuellement en construction à Bordeaux, d'un choix d'un système constructif pour une structure à Bordeaux. Donc là, les assemblages, on va surtout s'intéresser aux assemblages des diagonales. Les poutres des diagonales sont fendues. Donc il y a une plaque métallique, la ferrure au milieu, et trois broches qui vont venir assurer la fixation. Donc, comme je le précise, les broches sont insérées de force dans le bois, mais avec du jeu quand même au niveau de la ferrure pour pouvoir assurer le montage. Donc ce portique, on l'a reproduit en plusieurs exemplaires et on l'a testé sur des essais monotones, cycliques et dynamiques. Donc on a des profils de rupture, ça c'est à la suite d'un essai monotone. On ne voit pas forcément très bien, mais les broches sont venues emporter le bois localement. Ou en bas à droite, après un essai cyclique, donc on a une rupture classique, le bois a fendu le long d'une de ces cernes, et on voit le travail qu'il peut y avoir dans un assemblage bois lors d'un essai cyclique. Localement, on va venir endommager le bois et ouvrir le jeu. Et on a testé ces portiques avec des essais dynamiques sur notre table sismique. Donc je vous présente la typologie des essais. Donc le portique d'essai qui est un peu masqué, des caisses qui comportent des masses additionnelles qui vont représenter la charge que se reprend la structure. Voilà, et donc un support de guidage qui est pour éviter le déversement hors plan. Et on a instrumenté avec des accéléromètres au milieu de chacune des poutres du portique. On a réalisé d'abord une analyse modale et ensuite un chargement type sinus balayé montant et descendant. Donc cette étude, en fait, on a commencé par faire l'analyse modale de cette structure et elle nous a intrigués parce qu'on l'a réalisé de deux manières différentes. On a commencé par faire ce qu'on fait traditionnellement dans les structures bois, donc une analyse modale avec un marteau instrumenté. Donc vous connaissez, je pense, tous la méthode. Avec les accéléromètres qui sont en place. Donc, on a fait des impacts à plusieurs endroits de la structure et ça nous a permis de construire un diagramme de stabilité qui nous a fait identifier donc deux modes bien définis à 8 et 16 Hz. C'était à peu près ce que prévoyait la modélisation théorique. Donc, c'était pas mal. Et puis avec les fonctions de transfert, on identifiait bien ces modes. Et on a ensuite impliqué un bruit blanc au niveau de la base de la structure. Donc un bruit blanc d'amplitude constante sur une gamme de fréquences à 1,50 Hz. Et en regardant les relevés accélérométriques en haut du portique, on ne retrouvait plus du tout les modes qu'on avait identifiés au marteau. Donc là, à 8 et 16 Hz, en fait, il n'y a quasiment pas d'amplitude des modes. Par contre, on a un bruit important à des fréquences inférieures, entre 3 et 5 Hz, dans une zone de fréquence où on n'avait pas identifié de mode jusque-là. Donc c'est les essais au sinus balayé, avec un sinus balayé qui nous donnait plus d'informations. Je vous montre ici donc un exemple de réponse temporelle sur l'accélération d'un essai au sinus balayé, donc avec en abscisse. Donc c'est pas en fonction du temps, c'est en fonction de la fréquence du sinus balayé d'excitation. Et vous voyez en vert la réponse de la structure en haut du portique, lorsque le sinus balayé est montant, donc des fréquences basses vers les fréquences hautes. Et en bleu, la réponse du portique pour le même sinus balayé, mais descendant. Pour information, donc en rouge, c'est l'accélération qu'impose la table. On était à déplacement constant, donc l'accélération était croissante avec la fréquence. Donc on a un comportement de la structure qui est très différent suivant le sens de balayage du sinus, avec un maximum en fréquence qui est à 4 Hz pour un sinus montant et à 3 Hz pour un sinus descendant.
Et en fait, en regardant ces analyses temporelles, on voit que le portique présente toutes les caractéristiques expérimentales d'un mode non linéaire. C'est-à-dire, on a des sauts très importants dans la réponse qui s'amplifie et dont l'amplitude chute brutalement. Des discontinuités dans les pentes, des dépendances au sens de la balayage et des grandes dépendances à l'amplitude de la sollicitation qu'on exerce dessus. Donc on retrouve ça dans les réponses, dans les fonctions de transfert qu'on a pu mesurer entre la table et le haut du portique. Donc on trouve ce type de profil qui varie suivant l'amplitude de la sollicitation qu'on a proposée, donc avec un caractère adoucissant, donc c'est juste une représentation, donc plutôt orientée vers les fréquences descendantes pour des faibles sollicitations, et pour des sollicitations plus fortes, les pics de la fonction de transfert sont complètement aplatis. Donc ces essais ont été reproduits 3 fois sur 3 portiques avec des géométries identiques. Donc ces phénomènes, on les a retrouvés à chaque fois, un peu moins marqués sur le deuxième et le troisième portique. On suppose que sur le premier portique, on a fait beaucoup d'essais, on avait commencé à endommager un peu localement et augmenter les jeux, ce qui fait que les phénomènes non linéaires étaient un peu plus marqués. Voilà. Bon, je vais pas... Par contre, ce qui a été intéressant, c'est d'aller un peu plus loin que l'analyse des fonctions de transfert et de regarder des analyses temps-fréquence sur la réponse du portique. Donc ces spectres en abscisse, c'est le temps de la sollicitation, en ordonnée la fréquence, et en couleur, ça va être l'amplitude de la réponse pour chacune des fréquences en fonction de l'amplitude maximale. Donc on trouve un profil en flèche. En fait, ça c'est lié à la sollicitation en sinus balayé exponentielle. Donc ça c'est la sollicitation de la table. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bande au centre de l'essai où les harmoniques de plus haute fréquence vont être fortement excitées. On le voit particulièrement sur le spectre de gauche pour 2,5 cm. On identifie plusieurs zones. Donc une zone qui est pour des temps faibles et des temps forts linéaires, enfin ce qu'on attend d'un comportement linéaire où on va avoir que l'excitation de la table, et une zone centrale où il y a des fortes harmoniques. Donc ça nous laisse supposer qu'à partir d'une certaine fréquence critique, qui correspond à la fréquence de ce mode non linéaire, on a une présence de chocs. Donc on a été un peu aidé pendant les essais, on les entendait, ces chocs, donc ça nous aide à faire cette hypothèse. Et avec une zone de transition où on a un comportement qui est relativement chaotique. Donc ces 3 zones, elles sont identifiées ici. Voilà, une zone linéaire de part et d'autre, une zone de transition qui correspond à la fréquence du mode non linéaire qu'on a identifié, et cette zone non linéaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dans la zone linéaire, en fait, on arrive à retrouver les modes linéaires qui ont été identifiés au marteau de choc. Donc c'est pas très visible, c'est ce que je montre sur le graphe de gauche, mais la sollicitation, voilà, vient quand même exciter ces modes linéaires. On le voit un petit peu mieux sur ce graphe. Donc ces modes identifiés au marteau de choc, donc sont visibles dans la partie linéaire. Par contre, au centre, là où il y a présence de choc, ils ont complètement disparu. Et un dernier phénomène assez curieux qu'on a pu observer, c'est donc sur un des portiques sur les 3, on a pu observer des résonances sous-harmoniques. Donc ces résonances sous-harmoniques, ça correspond, donc on a un sinus balayé d'amplitude croissante, et arrivé à une certaine fréquence, donc ça s'est passé autour de 6 Hz, la portique s'est mise à osciller à une fréquence 2 fois inférieure à la fréquence de la sollicitation. Donc là, on le voit jusqu'à un certain... Donc ça, c'est la réponse en déplacement temporel. Jusqu'à un certain moment, le portique suit la fréquence de la sollicitation, et puis sa réponse se met à amplifier à une fréquence différente. Donc ça, on peut le voir aussi sur le diagramme temps-fréquence.
on voit que sur une zone qui est quand même assez large, sur une zone de sollicitation de 2 Hz, la structure oscille à une fréquence différente de ce qui lui est imposé par la table. Bon, pour analyser ces résultats, pour une première analyse, hein, parce que l'analyse complète, il y a encore des choses qui nous restent à comprendre là-dessus. Déjà, on a réussi à identifier donc, des modes non linéaires sur une structure bois pour des sollicitations entretenues. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est connu dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la filière bois, c'est assez nouveau. On a une présence donc, de haute fréquence en haut du portique. Lorsqu'on dépasse cette fréquence de mode non linéaire, donc on suppose que c'est des chocs et des impacts dans les assemblages qui vont provoquer cette réponse à l'échelle de la structure. Et on a identifié donc, des phénomènes de résonance sous-harmonique. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans la littérature pour des systèmes d'assemblage avec jeu et frottant, et avec du frottement. Donc, de ce qu'on a pu voir, c'est a priori c'est le passage d'un état au niveau de l'assemblage, le passage d'un état d'adhérence à un état de glissement qui provoque ces phénomènes. Après, si on l'a vu que sur un portique sur les trois, il faut aussi voir que, pas forcément parlé, mais une des grosses problématiques de la filière bois, c'est qu'on a des variabilités qui sont très importantes, que ce soit à l'échelle du matériau ou à l'échelle des assemblages. Donc, les phénomènes ne sont pas forcément facilement reproductibles. Donc, comme je le disais, c'est des phénomènes qui sont pas connus de la filière bois. Donc, pourquoi ? Parce que déjà, on n'est pas tant que ça à travailler en recherche sur la filière bois. Et en général, on va plutôt faire des analyses modales opérationnelles plutôt que des sollicitations de type sinus balayé comme on a pu faire ici. Et la structure testée avait quand même une géométrie relativement particulière avec des jeux importants et peu de broches. C'est une structure en 2 dimensions. Donc il faut voir si ce phénomène, on peut le retrouver sur une structure réelle 3 dimensions. Donc il y a un potentiel intérêt pour la filière bois. Comme je le disais, le problématique des vibrations dans la filière bois, il est très important pour des aspects résistance, mais surtout pour des aspects confort. Donc toutes les potentielles améliorations des bâtiments qui permettent d'accentuer l'amortissement, enfin, en tout cas de diminuer le niveau de vibration, sont bonnes à prendre. Donc si, c'est ce que je dis ensuite, voilà, si en comprenant mieux les phénomènes et en améliorant la conception des assemblages, on est capable, donc, par ce type de modèle, de diminuer la réponse vibratoire de la structure. Voilà, ça sera un objectif très intéressant. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. C'est juste un petit point là. Est-ce que vous avez observé des endommagements, des jeux ou des usures ou des choses comme ça qui pourraient jouer aussi sur la réponse de la structure ? Alors, on n'a pas d'endommagement au sens ce qu'on trouve souvent comme endommagement dans la filière bois, ça va être des fissures type CERN. Donc, on a retrouvé des petits endommagements, un peu comme ce que je vous montrais pour les essais cycliques. Si je reviens, excusez-moi. Donc, moins marqué qu'ici, hein, mais ça veut dire que le bois en fait a commencé à travailler. Donc il y a une petite ouverture du jeu en général au niveau de la liaison entre la broche et le bois. Voilà, c'est le seul endommagement qu'on voit. On modifie le contact, quoi, finalement, localement. Excusez-moi. On modifie le contact. Oui, oui, ça modifie, oui, voilà, ça modifie un peu le contact. Oui. Merci. Ouais, merci Thomas pour ta présentation et sa pédagogie. Je me posais la question, en fait, généralement, quand on a des phénomènes de jeu, en fait, c'est des comportements qui sont plutôt rigidifiants. Et donc ça fait apparaître en effet les harmoniques. Et là, en fait, il y a quand même des courbes de réponse en fréquence, des temps fréquences qui montrent clairement un comportement assouplissant.
Et je ne sais pas si vous avez eu le temps d'investiguer en modèle ou en phénoménologie ce problème-là. Mais il y avait un petit truc un petit peu contre-intuitif qui m'interpellait, quoi. Alors je te rejoins là-dessus. Non, c'est bien l'objectif, c'est de réussir à modéliser à l'échelle la prochaine étape, on va dire. Là, c'est ce que je vous ai présenté, c'est très expérimental. Ce qui est surprenant, c'est que pour des amplitudes, les amplitudes 0,5, 1 mm, 1 cm, excusez-moi, que je vous ai présenté, où ça a ce caractère adoucissant, c'est quand même des amplitudes qui sont extrêmement faibles. Alors, c'est des déplacements qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Et quand on augmente en amplitude, là, ça va avoir tendance à être plutôt rigidifiant. Voilà, en plus, il y a un changement de direction qui est surprenant. Et donc, ouais, la prochaine étape, c'est de réussir à modéliser ce qui se passe à l'échelle des assemblages pour comprendre ça. Ouais. Bonjour. Là, c'est une question vraiment pour une personne qui est plutôt un utilisateur, pour mieux comprendre. Là, au début de la présentation, vous avez dit que globalement, en fait, au niveau de ces vibrations, on n'a pas vraiment d'endommagement structurel dans la construction aujourd'hui. C'est plutôt rassurant. Mais que c'est plutôt du confort. Aujourd'hui, donc, le but, là, ce qu'on voit là, ça a été poussé assez loin pour arriver à de l'endommagement, pour essayer de comprendre, où finalement, on a quand même un risque d'endommagement si ces fréquences-là, si elles sont vraiment vécues par les bâtiments des particuliers, ou finalement, c'est vraiment pour pousser l'essai, pour voir ce qu'on peut obtenir comme data, et essayer de voir comment l'améliorer. Alors, c'est un peu général. C'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup d'endommagement parce que bon, c'est surtout à l'échelle de la France, en fait, la problématique sismique est très faible. Donc, les problèmes qu'on va avoir pour faire du bâtiment bois moyenne et grande hauteur, ça va plus être les vibrations dues au vent qui vont générer des amplitudes importantes, mais qui ne vont pas aller jusqu'à, à moins d'un grand cyclone, qui ne vont pas aller jusqu'à endommager la structure. Après, si on prend la problématique des bâtiments de bois dans une échelle un peu plus large, typiquement dans des zones où il y a des séismes, et on qualifie quand même en France, France complète, voilà, il y a en Guadeloupe, en Martinique, il y a des zones où il y a des problématiques sismiques importantes. Donc on a besoin aussi de comprendre la dynamique des structures bois pour des sollicitations sismiques où il y a quand même un risque d'endommagement voilà, qu'il faut prendre en compte, même si globalement les structures bois ont tendance à avoir une meilleure réponse que les structures béton, enfin béton en tout cas. Acier, c'est assez équivalent dans ces zones-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, mais après, c'est amplifié. Ça dépend où tu habites. Non, mais voilà, globalement, ça se comporte bien. Après, c'est surtout des problèmes un peu de réglementation, entre guillemets. C'est comme on connaît assez mal la façon qu'ont les structures bois dissiper l'énergie. Dans la réglementation, on va considérer des coefficients d'amortissement qui sont très faibles, mais pas parce que dans la réalité ils sont très faibles, parce qu'il y a une méconnaissance sur le sujet. Et c'est aussi travailler là-dessus. Ça permet après de ramener ces travaux dans les instances normatives, de mettre des valeurs qui sont plus réalistes, et ça aide la filière, parce que la filière après elle peut construire plus facilement pour des coûts plus faibles, etc. Et aussi bien pour les aspects, voilà, c'est aussi bien pour les aspects confort que sécurité face à un séisme ou autre chose. Et... Ouais, sinon on va... Donc, juste pour poursuivre là-dessus, sur la notion de fondation, qui peut être soit en béton, soit avec peut-être des pieux métalliques qui portent, ça pourrait jouer aussi sur la transmission donc, des vibrations. Et le choix, finalement, aurait un impact sur la structure bois qui serait montée dessus. Oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est vrai qu'on parle de structure bois. En général, il y a très peu de bâtiments,
il n'y a aucun bâtiment 100% bois, hein. C'est toujours de la mixité. Souvent, même pour les bâtiments grande hauteur, les premiers étages vont être en béton, hein. Il va y avoir 1 ou 2 étages en béton, ou alors un cœur béton qui va être sur tout le haut de la structure, et c'est l'habillage autour qui va être du bois. Voilà, donc bien sûr que ça va jouer, mais ça c'est pris en compte dans les calculs. Chaque structure est prise en compte indépendamment. Et après, sur la partie béton, en général, les gens savent bien dimensionner, que ce soit pour le vent, pour le séisme ou pour d'autres sollicitations. Sur la partie bois, un peu moins, et sur la connexion, c'est un programme de recherche en soi, mais sur les connexions entre le métal, le béton et le bois, ça va aussi influer sur la réponse dynamique de la structure. Ouais. Peut-être une dernière question de ma part. Est-ce que vous avez étudié des dispositifs amortisseurs, justement, dans le spatial aéronautique? Souvent, on utilise des matériaux viscaux ou autres, ou d'autres systèmes. Est-ce que c'est dans l'objectif aussi de vos études? Oui, complètement. D'ailleurs, on collabore un peu avec Supmeca là-dessus. Donc, voilà, donc soit des systèmes, comme je disais, des systèmes externes. Donc, en génie civil, ce qui est utilisé, ça va être soit des plots anti-vibratifs, anti-sismiques en bas du bâtiment, soit des TMD qui vont être placés en partie supérieure. Soit des choses un peu nouvelles sur lesquelles on essaye de se lancer dans la veine des tunnels mass dumper. Voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours un coût supplémentaire de rajouter des éléments à une structure. Si on arrive à la dimensionner ou à utiliser des procédés constructifs qui sont par nature dissipatifs, c'est aussi bien, quoi. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va finir à l'heure, ce qui est très bien aussi. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous propose qu'on aille déjeuner à l'extérieur si vous le souhaitez. Quelques petites consignes quand même. La première, c'est que dès lors qu'on sera à l'extérieur, le port du masque n'est pas obligatoire. Il y a des nouvelles règles aussi au niveau des gestes barrières. Mais même si on va avoir un buffet, je vous invite quand même à passer un peu de gel sur les mains, etc. Voilà, respecter les gestes de barrière de façon à ce que le buffet se déroule dans les meilleures situations. Et deuxième point aussi pour les conférenciers de l'après-midi, de penser à venir déposer en fait leur présentation sur le PC. Voilà. Sur ce, bon appétit à tous et puis donc on se retrouve ici dans 1 heure. Voilà. Oui, on laisse les affaires ici, on va fermer à clé. Ouais.